Nous ne t'avons gardé que pour les avantages fiscaux, a dit ma mère en souriant. C'était lors du dîner de mon 25e anniversaire, au milieu d'un restaurant bondé un vendredi soir. 6 mots. Il n'en a pas fallu plus pour démolir 25 ans de tout ce que je croyais savoir. Mais voici ce que ma mère ignorait, je me préparais à ce moment précis depuis 8 mois. Et les gens assis 3 tables derrière elle, ce n'étaient pas des inconnus. Je n'ai pas pleuré. Je ne suis pas parti. J'ai plongé la main dans mon sac, j'ai sorti une enveloppe, et tout ce qui se trouvait dans ce restaurant a basculé. Mais pour comprendre pourquoi, vous devez entendre toute l'histoire. Avant de continuer, si cette histoire résonne en vous, prenez une seconde pour liker, vous abonner, et indiquer votre ville ainsi que leur local dans les commentaires. J'adore savoir d'où vous m'écoutez. Je suis Paige. J'ai 25 ans. J'habite dans une de ces petites villes où tout le monde connaît votre nom, et la version de la vérité de vos parents. Maintenant, laissez-moi vous ramener 8 mois en arrière, à la nuit où j'ai trouvé un dossier qui n'était pas destiné à mes yeux. 8 mois avant ce dîner, j'étais à genoux dans le sous-sol de mes parents, à trier des cartons. Lorraine, ma mère, m'avait demandé de faire de la place pour les affaires de ma cousine Britney. Britney revenait en ville après une rupture, et apparemment, le sous-sol devait être impeccable pour la semaine suivante. Lorraine n'a pas demandé gentiment. Elle ne le fait jamais. Elle avait juste laissé un post-it sur la porte de mon appartement, sous-sol samedi, n'oublie pas. Alors me voilà, couverte de poussière, à traîner des cartons sur un sol en béton. La plupart contiennent de vieilles décorations de Noël et le matériel de pêche de Glenn. Mais caché derrière le chauffe-eau, je trouve un carton scellé avec du ruban adhésif. Le nom de Lorraine écrit en gros marqueur effacé sur le dessus. Je ne devrais pas l'ouvrir. Je l'ouvre. À l'intérieur, un dossier en papier manille. Et dans ce dossier, toute ma vie se réorganise. Un certificat d'adoption officiel, un acte de naissance que je n'avais jamais vu, l'original avec le nom bébé fille d'Unard tapé au centre. Et en dessous, le reçu d'un conseiller fiscal, une seule ligne surlignée en jaune, crédit d'impôt pour adoption, 5 400 €. Je suis resté assise sur ce sol froid de sous-sol pendant 40 minutes, sans pleurer, juste à recalculer chaque souvenir que j'avais. Chaque fois que Lorraine me rappelait à quel point j'étais chanceuse. Chaque fois que Glenn détournait le regard quand je posais des questions sur mes photos de bébé, et chaque carte de Noël portant l'inscription à notre plus grande bénédiction de l'écriture de Lorraine, envoyée à tous les voisins du quartier. Je sors mon téléphone et j'appelle ma meilleure amie, Claire. Elle décroche à la 2e sonnerie. Qu'est-ce qui se passe? Demande-t-elle. J'ai besoin que tu viennes. Pas à la maison, sur le parking derrière la clinique. Paige, tu me fais peur. Viens, c'est tout. Je plie l'acte de naissance, je le glisse dans la poche de ma veste et je remets le carton de Lorraine exactement là où je l'avais trouvé. Mais le nom d'Unard brûle contre mes côtes pendant tout le trajet jusqu'à la clinique. Ce nom allait tout changer. Mais pas encore. Claire me rejoint sur le parking en gravier derrière la clinique vétérinaire du Dr Weller, toujours en tenue de travail. Elle lit l'acte de naissance sous la lumière du plafonnier de sa Civic, puis le relit. Dunard, dit-elle doucement. Tu as déjà entendu ce nom? Jamais. Elle pose le papier. Tu te souviens du kit ADN que je t'ai offert pour Noël? Oui. Un kit d'ascendance. Il est toujours dans son emballage plastique, coincé dans mon tiroir de salle de bain. Je lui avais dit que je n'en avais pas besoin, que je savais déjà qui j'étais. On dirait que c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Utilise-le, dit Claire. Ce soir. Alors je le fais. Écouvillon, code d'enregistrement, enveloppe scellée. Je le dépose dans la boîte aux lettres devant la poste à 23 h. 6 semaines pour les résultats. 6 semaines à garder un visage normal. Pendant 6 semaines, je regarde Lorraine avec de nouveaux yeux. Je remarque des choses que j'avais toujours vues sans jamais les nommer. La façon dont elle dit, après tout ce que nous avons fait pour toi, chaque fois que je demande à emprunter le camion. La façon dont elle raconte à tous les voisins, absolument tous, à quel point m'adopter a été la décision la plus dure et la plus altruiste de sa vie. Mais sa voix porte de la fierté, pas de la douleur. La façon dont Glenn se tait dès que Lorraine commence cette histoire, trouvant soudainement quelque chose de fascinant à regarder sur ses chaussures.
Je continue de payer mes 400 € de loyer pour l'appartement de garage derrière leur maison. Et je continue de me montrer pour le dîner du dimanche. Je continue de dire merci, maman, quand elle me tend les pommes de terre. Claire me demande une fois, devant un café à la clinique, comment tu tiens le coup? J'attends, lui dis-je. Elle me regarde. Quoi? Une preuve. Ce que je ne dis pas encore à Claire, ce que j'admets à peine à moi-même, c'est que j'attends aussi quelque chose de pire. J'attends de découvrir pourquoi un reçu fiscal a été classé à côté de mon certificat de naissance, comme s'ils allaient ensemble. L'email arrive un mardi pendant ma pause déjeuner. Je suis assise dans ma voiture sur le parking de la clinique, en train de manger une barre de céréales et de scroller sur mon téléphone, quand la notification apparaît. Correspondance familiale proche trouvée. J'arrête de mâcher. Je clique sur le lien. L'écran charge lentement, comme tout ici dans une petite ville avec un mauvais signal. Et puis, voilà. Hélène Dunard, 47 ans. Lieu, Ridgemont, une ville à 2h30 à l'est. Confiance de correspondance, 99,7%. Relation, parents. En fixant sa photo de profil, une femme aux cheveux bruns courts et au sourire fatigué devant un jardin, je vois qu'elle porte des gommages. Elle est infirmière. Clinique de santé communautaire. C'est écrit, mariée à Tom Dunard, 49 ans. Un fils, Cody, 20 ans. J'ai un frère. La barre de céréales reste intacte sur le siège passager pendant tout le reste de ma pause. J'essaie d'écrire un email cette fois. Les 6 premiers sont trop longs, trop désespérés, trop en colère, trop prudents. Le 7e fait 3 lignes, je m'appelle Paige. Je crois que vous pourriez être ma mère biologique. Je ne suis pas en colère. Je veux juste savoir. J'appuie sur envoyer avant de pouvoir supprimer. 4 heures plus tard, mon téléphone vibre. Une ligne de Hélène Dunard, j'attendais cet email depuis 25 ans. Je le lis 3 fois. Ensuite, je verrouille mon téléphone, je le presse contre ma poitrine et je reste assise sur le parking de la clinique jusqu'à ce que le soleil disparaisse derrière la ligne d'arbres. Pendant 25 ans, j'ai cru que les personnes qui m'avaient élevé étaient la seule famille que j'aurais jamais. Maintenant, une femme à 2h30 d'ici me dit qu'elle compte les jours depuis qu'elle m'a perdu. Mais Lorraine Mercé ne sait rien de tout cela. Pas encore. Pendant 3 mois, je vis dans 2 mondes. Lors de mes jours de congé, je conduis jusqu'à Ridgemont. Lors de la première visite, les mains d'Hélène tremblent si fort qu'elle manque de lâcher le plat de lasagne. Tom me serre la main sur le pas de la porte et dit « Bienvenue à la maison, gamine », comme s'il répétait depuis une semaine et qu'il n'arrivait toujours pas à le sortir correctement. Cody, 20 ans, grand et dégingandé, me montre des photos d'Hélène quand elle était jeune. « Tu as son menton », dit-il avec un sourire. Désolé pour ça. Hélène ouvre une petite boîte à bijoux sur le comptoir de la cuisine. À l'intérieur, un bracelet d'hôpital fané, si minuscule qu'il ne ferait pas le tour de 2 de mes doigts. Bébé fille Dunard, elle l'a gardé pendant 25 ans. J'allume une bougie chaque 15 mars, me dit-elle, les yeux humides. Chaque année, sans exception. Je rends visite 4 autres fois au cours des 3 mois suivants. À chaque fois, le trajet semble plus court. Lors d'un suivi, je réalise qu'elle ne m'a jamais posé de questions sur ma vie, jamais. Pas par respect pour ma vie privée, mais parce qu'elle s'en fiche éperdument. Dans mon appartement, le soir, je relis la lettre d'Hélène. Elle l'a écrite sur du papier à en-tête de l'hôpital. 2 pages recto verso. Une écriture soignée qui devient plus tremblante vers la fin. Elle me raconte la nuit de ma naissance, la pression familiale, cette jeune fille de 22 ans sans argent et personne pour la soutenir. Je garde la lettre dans une enveloppe dans mon sac. Je l'emmène partout. 3 semaines avant mon anniversaire, Lorraine fait quelque chose qu'elle n'a pas fait depuis 5 ans, elle propose de m'emmener dîner. Maguiès Place, vendredi soir. Juste nous 3, dit-elle, nous avons quelque chose d'important à discuter. Cette douceur dans sa voix je ne l'ai entendue que lorsqu'elle veut quelque chose. Je sais exactement ce qui arrive. 2 semaines avant mon anniversaire, je rentre du travail et je trouve un mot tapé sur ma table de cuisine. Pas de salutation, pas de cher Paige, juste un paragraphe, à partir du mois prochain, le loyer de l'appartement du garage passera de 400 € à 850 € par mois. Si cela n'est pas viable,
Un préavis de 30 jours pour quitter les lieux est requis. Signature de Lorraine en bas. Net. Définitif. Je m'assois et je fais le calcul au dos d'un ticket de caisse. 850 € pour l'appartement. 350 € pour l'assurance santé si je suis exclu du plan familial et quelque chose me dit que c'est la prochaine étape. C'est 1200 € par mois avec un salaire de technicienne vétérinaire, avant la nourriture, l'essence ou les prêts étudiants. Ce n'est pas viable. Ce n'est pas censé l'être. En traversant la cour vers la maison principale, je vois Glenn dans la cuisine, en train de se servir du café. « Tu as vu le mot ?» demandai-je. Il ne lève pas les yeux. « Ta mère a ses raisons, Paige. Britney a besoin d'un endroit. Et moi, où je vais ?» Glenn remue son café. La cuillère teinte 3 fois contre la tasse. Il ne répond pas. Je reste là 10 secondes. Puis je retourne à mon appartement, j'ouvre mon ordinateur et je cherche des locations à Ridgemont. Les studios commencent à 650 €. Les appartements d'une chambre autour de 800 €. C'est serré, mais possible, surtout si je transfère mon dossier dans une clinique là-bas. Je ne discute pas avec Glenn. Je ne confronte pas Lorraine, non pas parce que je ne peux pas, mais parce qu'il y a une différence entre réagir et être prête. Et j'ai appris cette différence la nuit où j'ai trouvé ce reçu fiscal à côté de mon acte de naissance. Lorraine veut que je sois dépendante. C'est son levier. Le loyer bon marché, l'assurance, les documents qu'elle a gardés dans un coffre toute ma vie. Mais un levier ne fonctionne que lorsque l'autre personne n'a pas d'option. Je suis en train de construire mes options. Le lendemain matin, je m'assois dans la salle de pause de la clinique et j'appelle la compagnie d'assurance. Si mes parents me retirent de leur plan familial avant mes 26 ans, quelles sont mes options? Le représentant est poli, efficace. Ils peuvent vous retirer à tout moment. Vous auriez un délai de 60 jours pour souscrire à un plan de marché. Quel est le plan le moins cher dans ma zone? Elle tape sur son clavier. Environ 3 cents à 400 € par mois. Franchise élevée. J'écris le nombre sur une serviette. 350 €. Je peux gérer 350 € si je coupe tout le reste. Cet après-midi-là, Claire me trouve en train de réorganiser le placard à médicaments, ce que je ne fais que quand j'essaie de ne pas penser. Pourquoi tu ne les confrontes pas maintenant? Demande-t-elle. Dis-leur que tu sais. Dis-leur que c'est fini. Je ferme la porte du placard avec soin. Parce que si je les confronte avant d'être prête, je perds tout d'un coup. Le logement, l'assurance et la vérité sur qui je suis. Je dois gérer les 3 avant de dire un mot. Claire se tait un instant. Tu n'attends pas parce que tu as peur, n'est-ce pas? Non. J'attends parce que je veux être prête. Pas en colère, pas désespérée. Prête. Ce soir-là, j'appelle Hélène. Je lui parle de l'augmentation du loyer, de l'assurance. Reste avec nous aussi longtemps qu'il le faudra. Tom est déjà en train de vider la chambre d'amis. Je paierai un loyer, dis-je. Paige, je ne vais pas passer d'une dépendance à une autre. Hélène, laisse-moi payer ma part. Elle se tait pendant 3 secondes. Tu sonnes exactement comme moi à 22 ans. Têtu comme une mule. Je manque de rire. Presque. 4 jours avant mon anniversaire, Lorraine frappe à la porte de mon appartement. Elle sourit. Pas son vrai sourire. Celui qu'elle garde pour les fêtes paroissiales et les réunions parents-prof auxquelles elle n'est pas allée depuis des années. Le sourire de représentation. Paige, ma chérie. Papa et moi voulons t'emmener dîner pour ton anniversaire. Maguiès Place, vendredi soir. Juste nous 3. Elle penche la tête. Nous avons quelque chose d'important à discuter. Ce sera sympa. Je scrute son visage. La douceur est appliquée en couche épaisse, comme le glaçage sur un gâteau qui n'a pas assez gonflé. Bien sûr, maman, dis-je. Ça a l'air sympa. Elle tapote mon bras, un geste que je réalise soudainement n'apparaître que lorsqu'elle est sur le point de demander quelque chose ou d'enlever quelque chose, puis elle retourne vers la maison. À la seconde où sa porte moustiquaire se referme, je prends mon téléphone. Hélène, ça arrive. Vendredi soir, Maguiès Place. Silence à l'autre bout. Puis la voix d'Hélène, stable, que veux-tu de nous?
Venez au restaurant, tous les trois. Mais réservez une table séparée. Ne venez pas sauf si je vous fais signe. J'ai besoin d'entendre ce qu'ils disent d'abord. Nous serons là, dit Hélène. Tom prend déjà ses clés. Hélène, c'est dans 4 jours. Je sais. Je veux juste qu'ils sachent que nous y allons. Je reste assise au bord de mon lit après avoir raccroché. L'enveloppe est dans mon sac. La lettre d'Hélène, notre photo de famille du mois dernier, les résultats ADN. Je presse ma main contre le sac comme pour vérifier un battement de cœur. Vendredi est dans 4 jours. J'ai 4 jours pour retenir mon souffle, garder un visage normal et attendre que ma propre mère me dise que je suis jetable. Dans une salle remplie de gens qui croient qu'elle est une sainte. Vendredi soir. Maggie S. Place. Le restaurant sent le pain de maïs et le cèdre. Lumière chaude, murs lambrissés, une chanson de George Strait qui passe doucement. Chaque table est occupée ou en train de l'être. C'est le seul restaurant avec service à table dans une ville de 4000 habitants, et le vendredi soir, c'est sacré ici. J'arrive 10 minutes en avance. Mes mains sont stables. Ma respiration, non. Je scannais la salle. Dans le coin, près de la fenêtre, Hélène dans un chemisier bleu, Tom à côté d'elle en chemise de flanelle, Cody penché sur son téléphone. Hélène me voit. Un léger signe de tête. C'est tout. C'est suffisant. Je m'assois à une table au centre de la salle. Maggie elle-même, 63 ans, cheveux argentés, bâtie comme une femme qui transporte des poils en fonte depuis toujours, me fait signe de derrière la caisse. Bon anniversaire, ma chérie. Lance-t-elle. Je lui fais signe en retour. Sous la table, ma main droite se referme autour de l'enveloppe dans mon sac. Glenn et Lorraine arrivent ensemble. Lorraine porte une robe rouge, quelque chose qu'elle réserve pour Pâques et le concours de beauté de la foire du comté. Son rouge à lèvres est assorti. Elle est habillée pour une célébration. Glenn porte une chemise boutonnée jusqu'en haut, ce qu'il ne fait que lorsqu'il est mal à l'aise. Lorraine se glisse dans la cabine en face de moi. Tu es jolie ce soir, non? 25 ans. Tu te rends compte? Elle commande un verre de vin. Glenn commande de l'eau. Je ne commande rien. Petite conversation. Lorraine demande des nouvelles de la clinique. Je réponds. Elle n'écoute pas. Ses yeux ne cessent de regarder son sac à main. Vers Glenn, puis vers moi. Elle suit un scénario dans sa tête. 2 tables sur notre droite, le pasteur Jim Hadley et sa femme s'installent avec les menus. Lorraine les remarque. Glenn regarde son assiette comme si un scénario était écrit sur sa purée. Lorraine croise ses mains sur la table, avec une pose pratiquée, presque pastorale. Tu es adoptée, dit-elle. Nous t'avons prise quand tu avais 3 jours. Je ne réagis pas. Pas parce que je joue la comédie, mais parce que j'ai déjà vécu ce moment il y a 8 mois sur un sol de sous-sol. Lorraine interprète mon silence comme un choc. Elle continue. Nous t'avons gardé parce qu'honnêtement, la situation fiscale rendait la chose intéressante pour nous. Les crédits, les déductions, cela nous a aidés à traverser des années très difficiles. Elle marque une pause, un petit sourire sans montrer les dents. Mais maintenant, tu as 25 ans. Les bénéfices se sont terminés, et franchement, Paige, nous avons fait notre part. Les mots flottent dans l'air comme de la fumée. À la table voisine, la fourchette d'une femme s'arrête à mi-chemin de sa bouche. Glenn s'éclaircit la gorge. Nous avons consulté un avocat pour officialiser la séparation légalement. Tu as 30 jours pour déménager de l'appartement, ajoute Lorraine en fouillant dans son sac. Elle sort une feuille de papier pliée, sur le même ton clinique que l'avis de loyer. Britney en a besoin. Elle fait glisser le papier sur la table. Je ne le regarde pas. Je regarde Lorraine droit dans les yeux. Et je soutiens ce regard pendant 5 longues secondes, assez longtemps pour qu'elle s'agite sur son siège. C'est tout? Dis-je. Les mots sortent plus doucement que je ne le pensais. Pas blessé, pas en colère, juste clair. Lorraine cligne des yeux. Son sourire vacille. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle attendait des larmes. Peut-être des supplications. Quelque chose qu'elle pourrait gérer.
quelque chose qu'elle pourrait tapoter sur la tête avant de s'éloigner avec un sentiment de droiture. Comment ça, c'est tout? Dit-elle. Je ne réponds pas. Pas encore. Parce que la prochaine chose que je dirai va changer tout ce qui se passe dans cette pièce. Et j'ai besoin qu'elle ressente le silence d'abord. Lorraine n'aime pas le silence. Elle n'a jamais aimé ça. Le silence est un espace qu'elle ne peut pas contrôler. Et Lorraine Mercé a besoin de contrôler chaque pièce dans laquelle elle entre. Je sais que c'est difficile, dit-elle en se penchant en avant. Mais il vaut mieux que tu l'apprennes de nous plutôt que d'une autre manière. Comme tu es généreuse, dis-je. Sa mâchoire se crispe. Ne deviens pas sarcastique avec moi. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Oh, vous m'avez donné un toit pour 5400 € par an. Le chiffre atterrit. La main de Lorraine tressaille sur la table. Elle ne s'attendait pas à ce que je connaisse ce montant. Glenn murmure, ça n'a pas besoin d'être moche, paie-je. Alors pourquoi avoir apporté de la paperasse à un dîner d'anniversaire? Il n'a pas de réponse. Lorraine attrape son sac à main, en sort un stylo et le pose à côté du papier plié. Signe ça ce soir, dit-elle, et nous te donnerons les 30 jours complets. Si tu ne le fais pas, ce sera 2 semaines. Sa voix est plus forte qu'elle ne le souhaitait. 2 tables plus loin, le pasteur Jim pose sa fourchette. Dans la cabine du coin, Maggie s'arrête avec sa cafetière, ses yeux oscillant entre Lorraine et moi. Je regarde le stylo, puis le papier, puis Lorraine. Je ne signe rien sur une table de restaurant, Lorraine. Le nom résonne plus fort que le chiffre. Pas maman. Lorraine. Pour la première fois en 25 ans. La bouche de Lorraine s'ouvre, puis se referme. Ses narines se dilatent. Et pendant un instant, le masque tombe complètement. Pas de tristesse, pas de regret. Juste de l'irritation. Pure, brute. L'irritation de voir que je ne suis pas le scénario qu'elle a écrit pour ce soir. Elle était censée livrer la nouvelle. J'étais censé pleurer. Elle était censée me réconforter juste assez pour se sentir noble. J'étais censé signer. Je ne l'ai pas fait. Excuse-moi. La voix de Lorraine devient un sifflement. Je suis toujours ta mère. Tu viens juste de me dire que tu ne le haises pas. La phrase se pose entre nous comme un mur. Puis Glenn fait un bruit, un demi-tout, un demi-gémissement, et il bouge sur son siège. La prise de Lorraine sur son verre de vin se resserre jusqu'à ce que ses articulations blanchissent. Je t'ai élevé, dit-elle. Ça fait de moi ta mère. Alors pourquoi ça ressemble à une transaction qui vient d'expirer? Les yeux de Lorraine balaient le restaurant. Elle peut sentir les gens regarder. C'était censé être contenu, calme, une petite passation ordonnée. Mais je ne coopère pas, et Lorraine Mercé ne supporte pas une scène qu'elle ne dirige pas. Très bien, dit-elle, et sa voix devient plus tranchante. Tu veux la vérité? Ta vraie mère était une fille de Ridgemont qui ne pouvait même pas prendre soin de Stop. Un mot. Bah. Claire. Je lève la main, paume ouverte, et Lorraine s'arrête en milieu de phrase. Pas parce qu'elle me respecte, mais parce que l'expression sur mon visage est quelque chose qu'elle n'a jamais vu auparavant, et cela la déstabilise. Tu n'as pas le droit de parler d'elle, dis-je. Ni ce soir, ni jamais. Elle? Lorraine manque de rire. Tu ne la connais même pas. Je ne réponds pas. Au lieu de cela, je plonge la main dans mon sac et je sors l'enveloppe lentement. Je la pose sur la table entre nous, à côté du papier non signé et du stylo inutilisé. Lorraine la fixe. Une enveloppe blanche, légèrement pliée au coin après des mois dans mon sac. Qu'est-ce que c'est? Dit-elle. Je laisse la question flotter. Glenn se penche en avant, plissant les yeux. Le pasteur Jim, 2 tables plus loin, a arrêté de faire semblant de ne pas écouter. Je pose le bout de mes doigts sur l'enveloppe et j'attends, parce que ce qui est à l'intérieur va démanteler toute l'histoire que Lorraine Mercé a racontée sur elle-même, et je veux qu'elle le sente arriver avant que cela n'arrive. Lorraine ne supporte pas le silence. Réponds-moi, paie-je. Qu'y a-t-il dans cette enveloppe? Je ne dis rien. Mes doigts restent posés dessus, dans l'attente. Et c'est là que Lorraine fait l'erreur que je savais qu'elle ferait. Parce que quand Lorraine ne peut pas contrôler une conversation,
elle devient cruelle. Au moins, on t'a prise. Personne ne voulait de toi, Paige. Au moins, on t'a ramassé comme les déchets d'hier. La table à côté de nous devient silencieuse. J'entends une fourchette frapper une assiette. Pas posée, lâchée. Le pasteur Jim se tourne complètement sur sa chaise. Maggie, derrière la caisse, pose sa cafetière. Glenn attrape le bras de Lorraine. Lorraine, peut-être non. Elle le repousse. Non. Elle doit entendre ça. Je sens la chaleur monter de ma poitrine à ma mâchoire. Pas de la honte, quelque chose de plus vieux et de plus tranchant. Quelque chose qui s'est construit pendant 8 mois, attendant que cette ligne soit franchie. Parce que j'ai rencontré Hélène Dunard. Je me suis assise à sa table de cuisine. J'ai lu sa lettre, celle où elle décrit la nuit où elle m'a donné naissance seule à 22 ans, alors que sa famille la poussait à signer des papiers qu'elle ne comprenait pas. Je sais qui est Hélène, et entendre Lorraine l'appeler une droguée devant 40 personnes est la seule chose que je ne peux pas laisser passer. Dans le coin du fond, Hélène a entendu chaque mot. La main de Tom est sur son épaule. La mâchoire de Cody est serrée. Je regarde Lorraine. Tu as fini? Dis-je. Elle redresse sa robe. Oui. Je pose le contenu de l'enveloppe à côté de mon verre d'eau. Premièrement, un billet de 1 euro. Deuxièmement, un rapport ADN imprimé. Correspondance de 99,7%. Je le pose à plat sur la table. Troisièmement, une photo prise le mois dernier. Moi, debout entre une femme et un homme. Tous les trois plissant les yeux au soleil, souriant. De vrais sourires, le genre qu'on ne peut pas feindre. Je pose la photo au centre de la table, face à Lorraine. Amusant que tu parles de ma vraie mère, dis-je. Parce que je l'ai trouvée il y a 8 mois. Le visage de Lorraine se fige. Pas choqué, je l'ai. Comme un écran qui a planté mais qui ne s'est pas éteint. Glenn pousse sa chaise, le bruit de frottement contre le sol est strident. Son nom est Hélène Dunard. Elle est infirmière de santé communautaire à Ridgemont. Elle attend depuis 25 ans de me trouver. Je garde ma voix à un niveau égal, chaque mot mesuré. Elle ne m'a pas jeté. Elle avait 22 ans et était seule, et sa famille a forcé sa main. Ce n'est pas la même chose qu'être indésirable. Lorraine regarde la photo. Elle me voit, debout entre deux personnes qu'elle n'a jamais rencontrées, portant une expression qu'elle n'a jamais vue sur mon visage. Une fille qui a l'air d'être à sa place. Tu ne peux pas, commence Lorraine. Mais les mots s'embrouillent. Et une chose encore, dis-je. Je marque une pause. Pas pour le drame, mais parce que j'ai besoin que cette phrase atterrisse exactement là où il faut. Ils sont ici, maintenant, dans ce restaurant. La tête de Lorraine se relève brusquement. Ses yeux parcourent la salle, au-delà des cabines, au-delà du bar, au-delà de Jim. Cherchant. Glenn agrippe le bord de la table comme si le sol venait de pencher. Et dans le coin, Hélène Dunard pose sa serviette et attend mon signal. Ok, je dois faire une pause ici, parce que je sais ce que certains d'entre vous pensent, Paige, pourquoi ne pas être parti il y a des mois? Pourquoi attendre leur grande révélation? Question juste, honnêtement. Eh bien, une partie de moi avait besoin de l'entendre de leur bouche, pas d'un morceau de papier dans un sous-sol, mais dit à haute voix avec des témoins. Parce que c'est ça, la différence entre suspecter quelque chose et savoir. Maintenant, à votre avis, qu'a fait Lorraine quand j'ai dit que ma famille biologique était dans le restaurant? A-t-elle présenté des excuses? A-t-elle persisté? A-t-elle essayé de s'enfuir? Laissez vos suppositions dans les commentaires. Bon, revenons à vendredi soir au Maguies Place. Je me tourne vers le coin du restaurant. Je hoche la tête une fois. Hélène se lève, puis Tom, puis Cody. 3 personnes se lèvent de leur table et commencent à traverser Maguies Place. Pas vite, pas lentement, sans faire de scène, juste en marchant comme on marche vers quelqu'un qu'on cherche depuis toute une vie. Hélène est dans un simple chemisier bleu, celui qu'elle portait la première fois que nous nous sommes vus. Ses yeux sont rouges, mais son dos est droit. Tom est un pas derrière, solide, silencieux, sa main flottant près du bas du dos d'Hélène. Cody suit, les mains dans les poches, la mâchoire serrée. Le restaurant remarque. Les conversations s'amenuisent, puis s'arrêtent.
Les couverts se figent. Même la chanson de George Strait semble s'éloigner, le refrain s'effaçant jusqu'à disparaître alors qu'Hélène traverse la salle. Lorraine les suit du regard comme un cerf suit des phares de voiture. Hélène atteint notre table et se tient à côté de moi. Elle ne parle pas. Elle n'a pas besoin de le faire. Elle pose une main sur mon épaule, chaude, stable, délibérée. La main de quelqu'un qui répète ce geste depuis 25 ans et qui n'arrive toujours pas à croire qu'elle peut le faire. Tom s'arrête juste derrière Hélène, les bras le long du corps. Cody se place de l'autre côté de sa mère. Maggie pose sa cafetière et croise les bras, observant. Le pasteur Jim s'est complètement retourné sur sa chaise, la serviette toujours coincée dans son col. Je regarde Lorraine. Lorraine. Glenn. Ma voix est calme, claire. C'est Hélène. Ma mère. Le mot « mère » atterrit comme une pierre dans une eau calme. Je regarde l'onde de choc traverser le visage de Lorraine. Confusion, reconnaissance, fureur, tout cela en l'espace d'un souffle. Elle ouvre la bouche, mais Hélène parle la première. « Je ne suis pas ici pour causer des problèmes », dit Hélène. Sa voix est calme, posée, la voix d'une femme qui parle à des patients effrayés toute la journée et qui a appris que le volume ne sert à rien. Je suis ici parce que ma fille m'a demandé de l'être. Lorraine se lève si brusquement que sa chaise heurte la table. Du vin s'éclabousse sur le rebord de son verre et s'infiltre sur le papier qu'elle avait apporté pour me faire signer. Ta fille ? La voix de Lorraine monte dans les aigus. Je l'ai élevée pendant 25 ans. Et tu viens de lui dire qu'elle était inutile. La phrase voyage. Je l'entends arriver à la table d'à côté, à celle du pasteur Jim, au bar. La main de Maggie monte à sa bouche. Lorraine se tourne vers Glenn. Dis quelque chose. Glenn ouvre la bouche, la referme. Ses mains sont à plat sur la table comme s'il essayait de l'empêcher de flotter. Il ne dit rien. Lorraine se retourne vers moi. Ses yeux sont sauvages maintenant. Pas blessée, pas honteuse, acculée. Tu as planifié ça, dit-elle. Tu as planifié ça pour m'humilier. Non, dis-je. J'ai planifié ça pour ne pas être seule quand tu ferais ce que tu as fait. Elle cligne des yeux violemment. La distinction entre la vengeance et l'autoprotection ne s'enregistre pas. Elle ne le fera pas. Pas ce soir. Peut-être jamais. Lorraine balaie la salle du regard et chaque paire d'yeux qu'elle croise se détourne ou reste fixe, mais personne n'offre ce qu'elle cherche. Karen, de la Poste, la femme à qui Lorraine a raconté l'histoire de la mère altruiste une centaine de fois, est assise 4 tables derrière avec la main sur la bouche. Elle a tout entendu, les avantages fiscaux, l'inutile, personne ne voulait de toi. Karen a tout entendu, et Lorraine peut le voir sur son visage. C'est totalement inapproprié, dit Lorraine, mais sa voix a perdu son tranchant. J'étais une déduction fiscale, moi aussi, dis-je. Ça ne semblait pas te déranger à l'époque. Le visage de Glenn s'effondre, pas dramatiquement. Silencieusement, comme un mur qui s'affaisse après des années de fondation pourrie. Il sait que j'ai raison. Il le sait comme on sait qu'un pneu arrière est à plat. Tu as senti la voiture tirer pendant des kilomètres et tu as juste continué à conduire. Tom s'avance. Pas agressivement. Il se déplace simplement pour se tenir à côté d'Hélène, une main reposant sur le dossier de ma chaise. Sa présence remplit l'espace que Glenn a laissé vide. Nous ne sommes pas ici pour une bagarre, dit Tom. Sa voix est basse, calme, et porte le poids particulier d'un homme qui construit les choses de ses mains et ne gaspille pas ses mots. Nous sommes ici pour Paige. Glenn regarde Tom. Pendant un long moment exposé, les deux hommes occupent le même cadre, et la comparaison ne nécessite aucune narration. Un homme a conduit 2h30 pour se tenir derrière une fille qu'il connaît à peine. L'autre n'a pas pu se lever contre sa femme à travers une table de dîner pour celle qu'il a élevée. Glenn attrape sa veste sur le dossier de sa chaise. Je pense qu'on devrait y aller, Lorraine. Je ne vais nulle part tant qu'elle ne s'excuse pas. Dit Lorraine, mais sa voix se brise sur les bords. Elle me pointe du doigt. Après tout ce que j'ai eu, je n'ai aucune excuse à présenter, dis-je. Lorraine me fixe. Je soutiens son regard. Je ne cligne pas. Je ne m'adoucis pas. Et je n'élève pas la voix parce que je n'en ai pas besoin. La salle écoute déjà.
Glenn se lève et se dirige vers la porte. Il ne prend pas le bras de Lorraine. Il ne l'attend pas. Pour la première fois en 30 ans, Glenn Mercer s'éloigne de sa femme en public, et Lorraine se retrouve seule. Les yeux de Lorraine balaient le restaurant une dernière fois, cherchant un allié. Ils atterrissent sur le pasteur Jim. Jim. Sa voix se brise légèrement. Tu me connais. Tu sais quel genre de mère j'ai été. Dis-leur. Le pasteur Jim regarde Lorraine pendant un long moment. Sa femme pose une main sur son avant-bras. Tout le restaurant retient son souffle, parce que Jim Hadley est à cette chaire depuis 19 ans. Et quand il parle, cette ville écoute. Je pense que c'est peut-être une conversation que tu dois avoir avec Dieu et avec ta fille, Lorraine, dit-il doucement. Pas avec moi. Pas de jugement dans sa voix, pas de dureté. D'une certaine manière, cela rend les choses pires. Et le visage de Lorraine fait quelque chose que je n'ai jamais vu auparavant. Il se chiffonne, pas en tristesse, mais en réalisant que l'histoire qu'elle raconte depuis 25 ans vient de se terminer. Et chaque personne dans cette pièce a vu cela se produire. Elle attrape son sac à main, ne ramasse pas le papier non signé, ne prend pas le stylo, ne me regarde pas. Elle marche vers la porte, les talons claquant sur le plancher en bois. C'est le son le plus fort dans le restaurant. Glenn attend près de la sortie. Avant de suivre Lorraine, il se retourne. Sa bouche s'ouvre. Je pense qu'il va dire quelque chose. Des excuses, peut-être, une explication, un au revoir. Mais rien ne sort. Il me regarde, puis regarde la main d'Hélène sur mon épaule, et il ferme la bouche. Il hoche la tête une fois, lentement et petit, comme un homme qui reconnaît quelque chose qu'il aurait dû reconnaître il y a des années. La porte d'entrée se referme derrière eux. Une cloche tinte. Le restaurant expire. Je regarde la table. Le verre de vin de Lorraine est encore à moitié plein. Le papier est imbibé et non signé. Le stylo est sans capuchon et inutile. Et à côté d'eux, ma photo, ma lettre et la vérité qu'elle n'a pas pu fuir. Le bruit revient par couches. Un murmure près de la fenêtre. Une fourchette grattant une assiette. La porte de la cuisine qui bat. George Stray reprend au milieu d'un couplet, et la vie au Maguies Place commence à se réassembler autour de la chaise vide où Lorraine Mercer était assise. Hélène se glisse sur cette chaise. Tom prend celle à côté d'elle. Cody traîne une chaise de la table voisine et s'insère au bout, ses longues jambes cognant le pied de table. Personne ne parle pendant quelques secondes. Hélène tient ma main. Ses doigts sont froids. Elle a grippé les accoudoirs de sa propre table depuis les 20 dernières minutes, mais sa prise est ferme. Elle ne me lâchera pas. Puis ses yeux se remplissent. Pas le genre de tamponnage poli dans les coins. Le vrai genre. 25 ans de ne pas savoir, ne pas tenir, ne pas être là. Tout cela remontant d'un coup. Paige, je suis désolé de n'avoir pas été là plus tôt, murmure-t-elle. Je serre sa main. Tu es là maintenant. C'est ce qui compte. Tom s'éclaircit la gorge. Ses yeux sont rouges aussi, mais c'est le genre d'homme qui gardera ça pour lui jusqu'à ce qu'il soit seul dans son camion ce soir. Il tire une serviette du distributeur et la dépose doucement à côté d'Hélène. Le silence s'étire, chaud, étrange et neutre. Puis Cody prend un menu. Alors, on peut commander, dit-il. J'ai conduit 2h30 et je meurs de faim. Le rire qui sort de moi est soudain, désordonné et complètement vrai. Hélène rit aussi, un son octant et humide qui fait sourire Tom. Même le pasteur Jim, 2 tables plus loin, esquisse un sourire. Et puis Maggie apparaît à notre table avec des couverts supplémentaires en équilibre sur son avant-bras. Celui-ci est pour la maison ce soir, dit-elle. Tout ça. Elle repart avant que quiconque ne puisse protester. Après l'arrivée de la nourriture, Cody a commandé à la fois les travers de porc et le steak frit au poulet. Je sors la lettre d'Hélène de l'enveloppe. Je peux en lire une partie, demandai-je à haute voix. La main d'Hélène va à sa gorge. Elle hoche la tête. Je déplie le papier à en-tête de l'hôpital. 2 pages, recto verso, avec une écriture qui commence bien et devient plus tremblante à chaque paragraphe. Je ne lis pas tout, juste un morceau, la partie que je pense être la plus importante. Hélène a écrit sur la nuit de ma naissance. Une nuit de jeudi pluvieuse, elle avait 22 ans,
seule dans une salle d'accouchement, et la seule personne qui est venue était une infirmière nommée Diane qui a tenu sa main pendant les 3 dernières heures. Elle a écrit sur le bracelet d'hôpital qu'ils ont attaché à mon poignet. Comment elle a mémorisé chaque lettre avant qu'il ne m'emmène à la pouponnière. Elle a écrit sur les bougies. Chaque 15 mars, je lis à haute voix, j'allume une bougie et je la pose sur le rebord de la fenêtre de la cuisine. Tom sait. Cody sait. Ils ne m'ont jamais demandé d'expliquer. Je n'ai jamais manqué une année. Je plie la lettre. La table est silencieuse. Tom regarde son assiette. Cody regarde sa mère. Je ne lis pas le reste parce que le reste est entre Hélène et moi. À propos de la famille qui a fait pression sur elle. À propos des papiers qu'elle a signés à 22 ans sans que personne ne lui explique ce qu'ils signifiaient. À propos de 2 décennies de culpabilité qu'Hélène a portées comme un second squelette dans son corps. Mais le restaurant en a assez entendu. Karen, la collègue de Lorraine à la poste, se lève de sa table et s'approche. Elle se tient près de moi, serrant sa serviette. Je suis tellement désolée, Paige, dit-elle. Je ne savais pas. Je hoche la tête. Merci, Karen. Elle retourne à sa place. Je la regarde sortir son téléphone et commencer à taper. D'ici demain, chaque personne dans cette ville sera au courant. La photo est toujours sur la table, à côté de la mare de vin renversée de Lorraine. Maggie passe pour débarrasser le papier mouillé et le stylo que Lorraine a laissé derrière elle. Elle s'arrête quand elle voit la photo, la ramasse avec précaution, la penche vers la lumière. « C'est ta famille, ma chérie ?» demande-t-elle. Je regarde Hélène, qui s'essuie les yeux avec la serviette que Tom lui a donnée. Tom, qui coupe tranquillement le steak frit de Cody parce que Cody a déjà détruit les travers et est trop fier pour demander de l'aide. Cody, qui me surprend en train de regarder et sourit avec de la sauce barbecue sur le menton. Oui, dis-je. Ça l'est. Maggie étudie la photo un autre instant. Belle famille, dit-elle doucement, presque pour elle-même. Elle la pose doucement et passe à la table suivante. J'ai été dans ce restaurant une centaine de fois, peut-être plus. À chaque visite, Lorraine faisait en sorte de saluer tout le monde, l'hôtesse, les habitués, le pasteur et quelque part dans les salutations, elle l'intégrait, Paige a tellement de chance qu'on l'ait prise. L'adoption est la meilleure chose que nous ayons jamais faite. On lui a tout donné. Et à chaque fois, je souriais, je hochais la tête, je jouais le rôle de la fille reconnaissante dans le spectacle solo de Lorraine. Ce soir est la première fois que je m'assois à une table au Maggie's Place sans rien jouer du tout. Cody me donne un coup de coude. Et Serette, tu vas manger ton pain de maïs ou je peux l'avoir ? Touche à mon pain de maïs et tu perds cette main. Il sourit. Tom secoue la tête. Hélène rit. Un vrai rire. Le genre qui remplit tout son visage. C'est ça. C'est ce à quoi un dîner de famille est censé ressembler. Ordinaire. Bruyant. Non scripté. J'ai attendu 25 ans pour de l'ordinaire. Hélène me dit que je pesais 3 kg. Que j'avais une boucle de cheveux roux juste sur le dessus de la tête, comme une petite flamme. Elle dit que c'est exactement comme Tom quand il était bébé. Tom confirme avec un signe de tête et 0 commentaire supplémentaire, ce que j'apprends être le summum de la communication chez Tom Dunard. Il pose des questions sur mon travail à la clinique, mais contrairement à Lorraine, il écoute. Il écoute vraiment. Il pose des questions de suivi. Quelle est la partie la plus difficile ? Quel est mon animal préféré à soigner ? Est-ce que je me fais mordre ? Quand je lui dis qu'un poméranien m'a mordu la semaine dernière, il rit si fort qu'il doit poser sa fourchette. Cody me montre un mème sur son téléphone. Je ne comprends pas. Il m'explique. Je ne comprends toujours pas. Il me dit que je suis désespéré, mais de manière attachante. Et je réalise que c'est probablement ainsi que les frères et sœurs se parlent. Et ça m'a manqué toute ma vie. Pendant 1 heure, nous mangeons, nous parlons. Personne ne mentionne Lorraine. Personne ne parle des avantages fiscaux, du papier ou de l'appartement. Nous sommes juste assis au Maggie's Place un vendredi soir comme une famille qui dîne. Vers la fin du repas, Hélène plonge la main dans son sac et en sort une petite boîte. Elle la pose devant moi. Je porte ça depuis 25 ans, dit-elle. Ça t'appartient. J'ouvre. À l'intérieur,
reposant sur un carré de coton, est un bracelet d'hôpital. Minuscule, rose délavé. L'encre est à peine lisible. Bébé fille du nard. Hélène l'a enfilé sur une simple chaîne en argent. Je l'attache autour de mon poignet sans un mot. Le plastique est fragile et léger. Il ne pèse presque rien, mais c'est la chose la plus lourde que j'ai jamais portée. Pendant 25 ans, j'ai remercié les mauvaises personnes de m'avoir gardé. Ce soir, je suis assise avec ceux qui n'ont jamais cessé de me vouloir. Je veux sortir de l'histoire un instant. En regardant en arrière, je pense que le plus dur n'était pas d'entendre Lorraine dire ce qu'elle a dit. C'était de réaliser que j'avais passé 25 ans à jouer la gratitude pour des gens qui me voyaient comme une ligne sur une déclaration d'impôt. Si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un utilisait vos besoins fondamentaux contre vous au logement, assurance, documents, peu importe et appelez ça de l'amour, vous savez exactement de quoi je parle. Voici ma question pour vous, pourquoi pensez-vous que Lorraine a choisi un restaurant public pour cela? Était-ce pour me garder silencieuse ou pour rester dans le contrôle? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Ok, laissez-moi vous dire ce qui s'est passé. Le lendemain matin, je me réveille dans l'appartement du garage pour la dernière fois. Le plafond est le même placoplâtre taché d'eau que je fixe depuis 7 ans. La fenêtre donne sur le jardin d'herbes aromatiques de Lorraine, qu'elle a planté pour que les voisins l'admirent, pas pour l'utiliser. Tout dans cette pièce est familier, et rien n'est à moi. J'emballe ma vie dans 4 cartons. C'est tout ce qu'il faut. Vêtements, livres, la photo d'Hélène et Tom, mes certifications vétérinaires, un mug de café que Claire m'a donné qui dit « Je préférerais être couverte de poils de chien ». 7 ans dans cet appartement, et toute ma vie tient sur le siège arrière d'une Honda Civic. Claire arrive à 8 heures. Elle ne pose pas de questions. Elle commence juste à porter des cartons. À 9 heures, j'appelle le marché d'assurance. Changement d'adresse. Événement de vie qualifiant. Nouveau plan effectif dans 60 jours. J'écris le numéro de confirmation au dos d'un ticket de station-service et je le plie dans mon portefeuille. À 9h30, je traverse la cour vers la maison principale. Les lumières sont éteintes. La voiture de Lorraine est dans l'allée, mais les rideaux sont tirés. Elle est là, mais elle ne veut pas me voir, et je n'ai pas besoin de la voir. Je laisse la clé de l'appartement sur le comptoir de la cuisine. À côté, je place le papier de départ, signé par moi, avec une ligne écrite sous ma signature à l'encre bleue, « Tu n'as pas besoin de 30 jours. » J'ai fini aujourd'hui. Pas de lettres, pas de discours, pas de scène finale. Claire et moi quittons l'allée à 10 heures. Je ne regarde pas dans le rétroviseur pendant les 3 premiers kilomètres. Puis, je le fais. La maison est petite et devient de plus en plus petite. Je ne pleure pas quand je pars. Je pleure 15 minutes plus tard quand la voix du GPS dit « Vous entrez maintenant dans Ridgemont ». Et ça ressemble à la première chose vraie que quelqu'un m'a dite depuis des années. Puis, la semaine suivante, je visite un bureau d'aide juridique à Ridgemont. Consultation gratuite. L'avocate est une femme nommée Sandra qui a un bureau recouvert de photos de famille et une poignée de main qui pourrait casser une noix. Je lui dis tout. Elle écoute avec son stylo immobile, ce que j'ai appris signifie qu'elle entend quelque chose qui ne la surprend pas. Premièrement, dit Sandra, il n'existe aucun mécanisme légal dans cet état ou n'importe quel état pour renier un enfant adulte. Ton père bluffait. Elle laisse cela s'imprégner. Il a peut-être consulté quelqu'un ou il a peut-être juste dit ça pour te faire peur. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas de paperasse qu'il peut remplir, pas de pétition qu'il peut soumettre, et aucun juge qui l'entendrait. Tu es une adulte légale. L'adoption a été finalisée il y a 25 ans. C'est fait. Je sens quelque chose se détendre dans ma poitrine, un nœud que je ne savais pas que je portais depuis la nuit où Glenn a dit « Nous avons consulté un avocat » avec cette voix serrée et répétée. Sandra m'aide à déposer une demande auprès du greffier du comté pour mon acte de naissance original et le dossier d'adoption complet. 3 semaines plus tard, une enveloppe manie arrive à la maison des Dunard. À l'intérieur, mon acte de naissance le vrai, avec le nom d'Hélène. Et dans le dossier d'adoption, un détail que je ne connaissais pas, Hélène n'avait pas volontairement renoncé à moi. Ses parents avaient signé en son nom. Elle avait 22 ans, mais à l'époque, dans ce comté, la famille lui avait fait pression à travers un processus qu'elle comprenait à peine. Personne n'avait expliqué ses droits. Aucun avocat ne l'avait représenté.
Hélène était dans la cuisine quand j'ai lu cette page. Je ne lui ai pas montré. Pas encore. Certaines vérités ont besoin du bon moment. Ce soir-là, je texte Glenn. Juste un message, l'avocate a confirmé, il n'existe pas de moyen de renier légalement un enfant adulte. Tu le sais. J'espère qu'un jour tu réfléchiras à pourquoi tu as accepté ça. Il le lit à 21h47. Il ne répond jamais. Un mois après. Je suis dans la chambre d'amis chez les Dunard, payant 300 € par mois qu'Hélène refuse d'encaisser. Alors, je laisse les chèques sur le comptoir de la cuisine, et finalement Tom les glisse dans le bocal du ménage quand Hélène ne regarde pas. Nous avons un système tacite. La nouvelle clinique vétérinaire à Ridgemont est plus petite. Le docteur Patel dirige une opération à 2 personnes, elle et moi, et la salle d'attente sent le Golden Retriever mouillé dès 9h du matin. C'est parfait. Cody et moi regardons des films le samedi soir. Il insiste pour de l'horreur, j'insiste pour n'importe quoi d'autre. Nous faisons un compromis sur les films d'action et nous nous disputons sur les garnitures de pizza avec la passion que seuls les frères et sœurs peuvent générer à propos du pepperoni. Hélène m'apprend sa recette de lasagne un dimanche après-midi. Au milieu de l'étagement des nouilles, elle s'arrête et fixe mes mains. Tu retrousses tes manches de la même façon que moi, dit-elle. Je regarde vers le bas. Elle a raison. Même pli, même creux, même rentrée au coude. 25 ans d'écart, et nos mains ont appris la même habitude. Elle ne dit rien d'autre à ce sujet. Elle n'a pas besoin de le faire. Je commence à chercher des appartements en ville. Une chambre, 650 à 800 €. Je peux le gérer avec le nouveau travail. 2 mois, peut-être 3, et j'aurai mon propre endroit. La première fois de ma vie, vraiment, complètement, rien qu'à moi. Le soir, je m'assois sur le porche arrière des Dunard. La cour se fond dans la ligne d'arbres, et si vous êtes silencieux, vous pouvez entendre le ruisseau derrière les chênes. Une nuit, Tom sort et s'assoit sur la chaise à côté de la mienne, mais il ne dit rien. Il pose un mug de café sur la coudoir entre nous et regarde le même ciel. Nous restons assis comme ça pendant 10 minutes, silencieux, confortables. C'est à ça que ressemble la famille quand elle est réelle. Parfois, ça ne ressemble à rien du tout. Dans une ville de 4000 habitants, les nouvelles ne voyagent pas. Elles migrent, porte à porte, banc d'église à banc d'église, allée à l'épicerie. Karen le dit à sa sœur. Sa sœur le dit au club de lecture. Le club de lecture le dit à la PTA, association de parents d'élèves. En 48 heures, chaque salon de la ville a entendu une version de ce qui s'est passé au Maguiès Place. Dimanche matin, Lorraine entre à l'église. Les bancs autour de son siège habituel sont plus vides que d'habitude. Pas dramatiquement, juste assez. Une famille s'est décalée à gauche. Une autre est arrivée plus tôt et s'est assise plus loin. De petits ajustements, des distances polies. La façon dont une petite ville dit « nous savons » sans dire un mot. Le sermon du pasteur Jim ce matin la porte sur l'intendance. Il ne mentionne pas Lorraine par son nom. Il n'a pas besoin de le faire. Il y a une différence, dit-il depuis la chaire, entre élever un enfant et en posséder un. Lorraine ne revient pas le dimanche suivant. Lundi, elle poste sur Facebook. Une seule ligne, parfois, être parent signifie prendre les décisions les plus dures pour le propre bien de ses enfants. Elle obtient 3 j'aime, 47 commentaires, et pas du genre qu'elle voulait. Quelle décision, Lorraine? On a entendu ce qui s'est passé au Maguiès. Est-ce vrai pour les crédits d'impôt? Elle supprime le post en moins de 2 heures. Claire me raconte tout cela au téléphone, morceau par morceau, comme un rapport météo d'une ville où je n'habite plus. Ils l'ont exclu du comité du bazar de l'église, dit Claire un soir. Qui te l'a dit? Maggie. Elle l'a entendu de la femme de Jim. Je hoche la tête même si Claire ne peut pas me voir. Je ne me sens pas victorieuse. Je ne me sens pas vengée. Je me sens plus calme que ça. Comme regarder une maison que vous avez construite brûler et réaliser qu'elle n'a jamais été structurellement solide dès le départ. Ce n'est plus mon problème, dis-je. Et je le pense. 3 semaines plus tard, Glenn appelle. Je manque de ne pas décrocher. Je suis en train de peser un beagle qui ne veut pas arrêter de se tortiller, mais quelque chose me fait poser le chien et entrer dans le couloir. Pège.
Sa voix sonne comme s'il n'avait pas dormi depuis une semaine. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Comment voulais-tu que ça se passe, Glenn? Silence. Je l'entends respirer. Tu comprendrais, nous étions fauchés quand on t'a, tu comprendrais. Nous étions fauchés quand on t'a eu. Les crédits nous ont maintenus à flot. Et puis ta mère, Lorraine. Elle s'est habituée à l'arrangement. Il se rattrape sur le nom, ta mère Lorraine. Comme si même lui pouvait entendre la séparation maintenant. L'arrangement, répète-je. C'est comme ça que tu appelles m'avoir élevé. Je ne suis pas doué pour ça, Paige. Je sais, dis-je. Tu n'as jamais été doué pour te tenir debout quand ça comptait. Il se tait encore. J'entends une télé en fond, un jeu télévisé. Il est seul. Je ne suis pas en colère, Glenn, dis-je. Et je réalise en le disant que c'est vrai. La colère m'a quitté quelque part. Ce qu'il reste, c'est quelque chose de plus lourd et de plus calme. J'ai juste fini. Est-ce qu'on peut? Il s'arrête, ne finit pas la phrase. Et je pense qu'il allait dire l'essayer à nouveau ou repartir à zéro ou quelque chose qui sonne plein d'espoir dans la bouche et creux dans l'oreille. Peut-être un jour, dis-je. Mais en ce moment, j'ai besoin d'espace. Et tu as besoin de découvrir pourquoi tu l'as laissé faire ce qu'elle a fait pendant 25 ans. Je raccroche, pose le téléphone sur le comptoir, retourne au Beagle. Il ne rappelle pas. Mais les mardis matins, un texte de 2 mots arrive, j'espère que tu vas bien. Je réponds, je le suis. C'est suffisant pour le moment. Claire me donne la mise à jour avec son ton habituel. Britney a déménagé. Je suis en train de réapprovisionner les fournitures de la salle d'examen, comptant les pilules anti-verre. Déménager de quoi? Ton appartement? Le garage. Elle a tenu 6 semaines. J'ai arrêté de compter. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a entendu toute l'histoire de la bouche d'environ 15 personnes différentes. Elle a dit à ses amis qu'elle avait l'impression de vivre dans l'expulsion de quelqu'un d'autre. Elle a déménagé chez une colocataire à l'autre bout de la ville. Je pense à Britney, 23 ans, fraîchement sortie d'une rupture et cherchant juste un endroit bon marché où dormir. Elle n'a rien demandé de tout ça. Elle était juste l'excuse dont Lorraine avait besoin. Elle m'a texté, en fait, dis-je à Claire. Britney t'a texté? M'a trouvé sur Facebook. Elle a dit, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Si ça aide, je n'ai rien demandé de tout ça non plus. Qu'est-ce que tu as dit? Que je sais que ce n'est pas sa faute parce que ça ne l'est pas. Britney est un pion, tout comme moi, juste une case différente sur l'échiquier de Lorraine. Claire se tait un instant, puis, alors l'appartement est vide maintenant. Ouais. Lorraine t'a expulsé pour Britney. Britney est partie et maintenant l'appartement est juste là, vide. Yep. C'est poétique. C'est Lorraine. L'ironie ne m'échappe pas. Lorraine a démantelé ma vie ou mon logement, mon assurance, mon identité ou pour faire de la place à une nièce qui ne voulait pas rester. Elle a perdu sa fille, sa place dans la communauté et son siège au comité de l'église. Et l'appartement est vide. Tout ça pour rien. Comme Claire me le dit aussi, Lorraine évite le Maguiès Place, conduit 20 minutes jusqu'à la ville voisine pour les courses, n'a pas été vue au salon de coiffure ou à l'heure sociale de la poste. Elle construit son propre exil brique après brique. Je ne commente pas. Je ne célèbre pas. Je retourne juste à compter les pilules. Certaines choses se règlent d'elles-mêmes. 1 an plus tard, le 15 mars. J'ai 26 ans et, pour la première fois de ma vie, mon dîner d'anniversaire n'est pas livré avec un scénario. La table chez les Dunard est mise pour 5. Hélène a fait des lasagnes. La même recette qu'elle m'a apprise, sauf que la sienne est meilleure et le sera probablement toujours. Tom a grillé des steaks sur le porche arrière parce qu'on ne peut pas avoir un anniversaire sans quelque chose de carbonisé. Cody a acheté un gâteau à la boulangerie en ville et a écrit « Joyeux anniversaire », serait dessus avec un glaçage qui commence déjà à glisser. Claire a conduit 2h30 pour être là. Elle entre avec une bouteille de vin et une carte qui dit « À la seule collègue pour qui je commettrai un crime ». Aucune enveloppe sur cette table, aucun papier non signé, aucun stylo, aucune stratégie de sortie déguisée en célébration. Hélène apporte le gâteau avec 26 bougies. La cuisine se remplit de lumière.
C'est la première fois que je peux faire ça en personne, dit-elle, et sa voix se brise sur le dernier mot. Je ferme les yeux au-dessus des bougies. Je ne fais pas de vœux. Tout ce dont j'ai besoin est déjà assis à cette table, bruyant, imparfait, et là. Je l'essouffle. Cody applaudit. Tom se penche et serre mon épaule. Claire lève son verre de vin. Hélène pleure un peu, ce qui me fait pleurer un peu, ce qui fait lever les yeux au ciel à Cody en disant « Ça y est, on y va », ce qui fait rire tout le monde. À mon poignet, le bracelet d'hôpital sur sa chaîne en argent, plastique rose fané, encre à peine lisible. Je le porte tous les jours, non comme un rappel de ce que j'ai perdu, mais comme la preuve de ce que j'ai trouvé. J'ai mon propre appartement maintenant, 650 € par mois, 2e étage, avec une fenêtre qui donne sur la ligne d'arbre. Et je paie chaque facture moi-même. Assurance, mon nom sur chaque document, pas l'avantage fiscal de quelqu'un, pas l'arrangement de quelqu'un, juste paye. Alors, voici ce que je veux vous laisser. Pas des conseils, j'ai 26 ans, je ne suis pas en position de donner des conseils. Juste ce que j'ai appris. Lorraine ne m'a pas détruite cette nuit-là au Maguies Place. Elle m'a libéré. Elle ne le savait juste pas. Je ne la déteste pas. La haine prend de l'énergie que je préférerais dépenser pour les gens qui veulent vraiment ma présence. Et honnêtement, détester Lorraine signifierait qu'elle occupe toujours de l'espace dans ma vie, et j'ai passé 25 ans à lui donner un espace qu'elle n'avait pas mérité. Glenn m'envoie des messages parfois, de courts messages, toujours le mardi matin. J'espère que tu vas bien. Je réponds, je le suis. 2 mots, mais je les pense. Peut-être qu'un jour nous aurons une conversation plus longue. Peut-être pas. Cette porte n'est pas verrouillée. Elle est juste fermée. Et c'est moi qui décide quand elle s'ouvre. Hélène et moi apprenons toujours à nous connaître. Elle s'excuse trop de n'avoir pas manqué mon premier mot, mon premier jour d'école, mon premier tout. Je lui dis d'arrêter. Elle pleure. Je deviens maladroite. Nous essayons toutes les deux de comprendre. C'est ok. Les vraies familles ne sont pas parfaites. Elles sont présentes. Tom m'a appris à changer un pneu le mois dernier. J'ai 26 ans. J'aurais dû apprendre à 16 ans, mais l'homme qui était censé m'apprendre était trop occupé à ne pas faire de vagues. Cody m'envoie toujours des mèmes que je ne comprends pas. Je fais semblant de les comprendre. Il sait que je fais semblant. C'est notre truc. Et voici la partie que je veux que vous entendiez, qui que vous soyez, ou que vous écoutiez. Si quelqu'un tient vos besoins fondamentaux en otage, logement, assurance, documents, accès et appelle ça de l'amour, ce n'est pas de l'amour. C'est un levier. Et vous ne devez pas la gratitude pour un levier. Je n'ai pas obtenu de vengeance cette nuit-là au Maguies Place. J'ai obtenu de la clarté. Et la clarté, il s'avère, est plus forte que n'importe quel discours que j'aurais pu prononcer. Ce soir, je suis assise dans mon appartement à Ridgemont. Celui avec la fenêtre qui donne sur les arbres. Les plats du dîner sont toujours dans l'évier. Claire est partie il y a 1 heure. Cody m'a envoyé un mème d'anniversaire. Je ne le comprends pas, mais j'ai envoyé un emoji qui rit quand même. Sur le rebord de ma fenêtre de cuisine, je pose une bougie, juste une simple chandelle blanche dans un bougeoir en verre, le genre qu'on achète pour 2 € à la quincaillerie. Je l'allume. Pendant 25 ans, Hélène a allumé une bougie à cette date. Chaque 15 mars, une petite flamme sur le rebord de sa fenêtre de cuisine marquant l'anniversaire d'une fille qu'elle ne pouvait pas tenir. Tom savait. Cody savait. Ils ne lui ont jamais demandé d'expliquer. C'était juste ce qu'elle faisait. Un rituel silencieux d'amour qui ne s'est jamais arrêté, même quand elle n'avait aucune raison de croire qu'il serait un jour retourné. Maintenant, c'est mon tour. Mais je n'allume pas cette bougie pour la perte. Je l'allume pour le début de quelque chose. Pour le premier anniversaire que je célèbre sans jouer la gratitude. Pour la première année que j'ai vécue sur un sol que personne ne peut me retirer. Pour Hélène qui a attendu. Pour Tom qui s'est montré. Pour Cody qui m'a appelé serette avant que je sois prête à l'entendre et qui a continué à le dire jusqu'à ce que je le sois. Je regarde la bougie, le bracelet d'hôpital à mon poignet, la photo sur mon étagère, celle du mois dernier, nous 5 entassés sur le porche arrière des Dunards. Personne ne regarde l'appareil photo. Tout le monde rit à quelque chose que Cody a dit.
J'ai passé 25 ans à être l'avantage fiscal de quelqu'un. Maintenant, je suis juste la fille de quelqu'un. Et c'est largement suffisant. La flamme vacille une fois, puis reste stable. Moi aussi. C'est mon histoire. Merci d'être resté jusqu'au bout. Cela signifie plus que vous ne le croyez. Si cela vous a touché de près, ou si vous avez déjà été dans une situation où quelqu'un a utilisé vos besoins contre vous et appelé ça de l'amour, j'adorerais en entendre parler dans les commentaires. Vous n'avez pas besoin de partager des noms, juste le moment où vous avez réalisé que trop, c'était trop. Et si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci, il y en a une dans la description avec laquelle je pense que vous serez vraiment en phase. Abonnez-vous pour ne pas la manquer. On se voit à la prochaine. Prenez soin de vous et prenez soin de vos limites.